Varayas du groupe communiste pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je me permettrai de commencer mon propos par une remarque de forme qui concerne cette résolution. Difficile de comprendre effectivement qu'initialement, seuls 3 groupes aient été associés à sa rédaction. Lors de la préparation de la COP21, un texte ambitieux avait été construit à la suite de travaux auxquels avaient participé l'ensemble des commissions et des groupes. Il est regrettable que cette procédure n'ait pas été réitérée. Sur le fond, cette résolution, qui certes ne manque pas d'intérêt, semble très, voire trop technique et par là même n'insiste pas suffisamment sur les enjeux posés par la COP26. En effet, aujourd'hui, le principal enjeu n'est pas comment approfondir les engagements de la COP21 ou décliner tel ou tel article, mais plutôt comment produire un sursaut majeur avant l'hécatombe du vivant sur cette planète. Comme un symptôme de l'impuissance des États à préserver le cadre public et d'intérêt général des échanges, on constate l'omniprésence des multinationales dans les enceintes des débats des COP. Il s'agit d'un élément certes anecdotique, mais révélateur des contradictions majeures entre les discours et les actes. Le réel devrait pourtant nous rappeler à l'ordre. Entre 1990 et 2018, les émissions de CO2 dans le monde ont augmenté de 67%. Le dernier rapport du GIEC confirme un dérèglement climatique déjà mesurable avec plus 1,1 degré de réchauffement et la certitude d'atteindre les 1,5 degrés dans 10 ans. Selon la dernière évaluation des Nations Unies, les engagements actuels mènent la planète vers un réchauffement de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. Nous savons pourtant qu'au-delà de 2 degrés, les conditions même d'existence de l'humanité ne sont pas soutenables. Face à cela, la future COP doit acter des engagements plus importants, y compris par les plus gros émetteurs. Nous partageons ainsi à l'évidence le souhait formulé d'aller vers des objectifs plus ambitieux dans le cadre d'une responsabilité commune mais différenciée. Pour autant, des sources légitimes d'inquiétude demeurent. Nous sommes notamment dubitatifs sur le satisfecit énoncé concernant les objectifs de la France et de l'Union. En effet, en s'articulant avec des politiques de libéralisation des secteurs clés pour la transition écologique, comme l'agriculture, les transports ou l'énergie, au moyen parfois d'accords de libre-échange, les engagements pris n'auront que peu de portée de long terme et condamnent tout effort tangible de réduction massive des émissions. Quant à la France, les mesures sont clairement insuffisantes, comme l'a pointé le Haut Conseil pour le climat. La récente loi dite loi climat ou le plan de relance reste encore trop favorable aux énergies fossiles. Ainsi, en 2020, la France a encore soutenu ces énergies fossiles à hauteur de plus de 9 milliards. Faut-il encore rappeler la condamnation de la France pour non-respect de ses engagements climatiques ? L'exemplarité, à nos yeux, serait alors de rompre avec les modèles de développement devenus obsolètes, mais de cela, il n'est pas question dans cette résolution qui continue de proposer le modèle libéral comme seul horizon. Prenons la compensation carbone. Nous ne partageons pas sa philosophie, puisque par essence, compenser n'est pas réduire. Par ailleurs, elle repose sur l'idée fausse que le vivant est interchangeable et qu'on peut reconstruire ailleurs ce que l'on détruit à un endroit. Émettre si l'on absorbe ailleurs. Cette approche s'appuie y compris sur des mécanismes de financiarisation de la nature et nous ramène à toutes les dérives liées aux obligations vertes. On ne peut pourtant ici se satisfaire de simples droits de polluer. Non, planter des arbres à l'autre bout du monde ne diminue pas l'impact des activités des plus gros pollueurs. Par ailleurs, l'efficacité de ces projets reste à démontrer. Pire, ceux-ci font peser de nouveaux risques sur les droits humains. Accaparement des terres, expropriation des populations locales, souveraineté alimentaire, accentuation des dérèglements climatiques. Nous considérons ainsi que nous devons aborder non seulement les engagements des États parties, mais également la capacité de l'ONU et des États à préserver les biens communs mondiaux, à investir et à faire respecter ces engagements. L'eau, la terre, les forêts et l'air sont des ressources trop précieuses pour les laisser entre les mains de la finance et des multinationales. Pour cette raison, nous considérons qu'il convient de porter très haut les idées de justice climatique par la création d'un tribunal de justice climatique évoqué au sommet de Cochabamba. Sur la mobilisation du Fonds vert, si important soit-il, comment ne pas souligner son aspect dérisoire dès lors que l'on sait que l'industrie pétrolière finance la recherche dans les énergies fossiles à hauteur de 500 milliards de dollars par an.
Enfin, nous considérons, et la résolution l'esquisse, qu'il n'y aura pas de solution pour le climat sans remise en cause de l'organisation sociale afin de résoudre les problèmes auxquels sont confrontées l'humanité : accès aux vaccins, gestion de la dette publique, protection de la biodiversité et baisse des émissions. Lutter pour le climat, c'est aussi une lutte pour l'égalité des droits et donc pour le progrès social partagé. Nous aurions souhaité que soit exprimée plus clairement la nécessité d'une vraie reconnaissance, par exemple, des droits des peuples autochtones et une priorité de l'humain sur le marché et les intérêts financiers. Et c'est bien la raison pour laquelle nous allons nous abstenir.